Donc on est très content d'accueillir Serge Volkov, on est même très fiers. Et donc Serge Volkov, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre vous, est statisticien et ergonome. C'est le fondateur d'une institution très importante en santé au travail qui est le CREAPT, le Centre de recherche et d'études pour le moment sur l'âge et les populations au travail. C'est un centre de recherche qui s'est intéressé le premier, je pense, hein, sur avec Annie Touranchek, qui est parmi nous, et on est très content de l'accueillir aussi, sur les questions d'âge au travail à une époque où on ne se posait pas tellement cette question. C'est-à-dire, il y a voilà, 88, avec différentes approches. Et Serge a été longtemps responsable du département des statistiques et des études épidémiologiques du ministère du Travail. Vous connaissez tous les enquêtes sur les conditions de travail. Tu me corrigeras, mais qui sont un peu des bébés quand même. Et avant de s'intéresser aux questions du vieillissement, et quelque chose qui nous est très cher, qui est l'articulation entre l'ergonomie et l'épidémiologie. Et c'est ce qui est très original dans cette approche. Et vous allez le voir dans le topo qui va vous être présenté, l'intérêt de mêler ces différentes approches. Et moi, des travaux de Serge, je retiens aussi que c'est parmi nous sans doute celui qui serait le plus à même de comprendre les formules mathématiques, statistiques et tous les tests de petit p, etc., et toute la modélisation mathématique sous-jacente, mais qui développe des concepts d'épidémiologie soft et a écrit des livres intéressants comme Quantifier sans broyer, etc., sur justement une utilisation raisonnée des statistiques et de l'épidémiologie en milieu de travail en lien avec l'activité de travail. Donc on est vraiment très content de l'accueillir ce jour. Et puis je te laisse la parole pour ton topo. Merci. Alors j'ai un micro-cravate, est-ce qu'il marche? Bon. Mais quand ceux qui disent oui sont au premier rang, c'est pas bon signe. Est-ce que dans les derniers rangs, vous entendez bien? Voilà. Je ne vais pas passer de temps à me représenter tellement. La présentation que vient d'en faire Yves Roclor est élogieuse. Et ça, ce n'est pas à moi d'en juger, mais assez fidèle à ce qu'est mon parcours. Je précise simplement que j'ai été présenté comme statisticien et ergonome, mais j'ai été l'un puis l'autre. En ergonomie, comme vous savez peut-être, il vient des personnes, des chercheurs, des praticiens qui ont toute une série d'itinéraires très divers les uns des autres. Et c'est une sorte de creuset comme ça, l'ergonomie. Il y a des gens qui viennent de la médecine, de la physiologie, de la psycho, de diverses sciences de l'ingénieur, mais aussi du syndicalisme, de l'ergothérapie, etc., etc. Et de temps en temps, donc, par exemple, il vient un statisticien. C'est mon cas. Et donc l'histoire est à peu près celle qui vient de résumer, en fait. C'est-à-dire que dans les années 80, j'étais au ministère du Travail en charge de monter. Hein. À l'époque, ça existait, on va dire, pas dans les années 80. Le système d'enquête statistique nationale, de dispositifs statistiques nationaux sur les conditions de travail, la santé au travail, ça m'a amené assez naturellement à me rapprocher des ergonomes. Et à force de me rapprocher des ergonomes et de l'ergonomie, j'ai fini par tomber dedans et il y a une vingtaine d'années, monter avec Antoine Laville, qui était une figure très importante de l'ergonomie francophone, ce CREAPT, Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail, que j'ai dirigé très longtemps. Et quelqu'un en a pris la direction, quelqu'un d'extrêmement bien en a pris la direction il y a quelques semaines, parce qu'il y a toujours un moment où il faut être relayé. Voilà. Je dirais encore juste un mot pour préciser quelque chose. C'est que ce CREAPT, qui va baptiser institution, c'est quand même qu'une petite équipe. Hein. C'était une toute petite équipe au début, 4 ou 5 personnes. C'est une un peu plus grosse aujourd'hui, mettons qu'on ait une vingtaine. Il inclut les doctorants, il inclut les enseignants-chercheurs, donc pas une vingtaine à temps plein. Ce sont des personnes qui sont dans le CREAPT pour le compte du temps de recherche qu'ils font. Et c'est un groupement d'intérêts, donc c'est un partenariat stable
État, université, entreprise. Donc il y a plusieurs organismes publics, plusieurs universités. Le LEST fait partie du GIS-CREAT et plusieurs entreprises qui voilà, collaborent ensemble pour essayer de rassembler toute une série de connaissances et de réflexions sur les relations âge, santé, expérience, travail. Le mot expérience est en effet important et quand Yves, au passage, a dit qu'on s'appelait encore Centre de recherche et d'études sur l'âge et les populations au travail, dans le cadre actuellement en train de se préparer du renouvellement du CREAT, nous allons garder le sigle CREAT parce que quand même la marque, on a besoin de la garder, la marque de fabrique, mais le E, qui s'appelle ici études, va devenir, va être là pour expérience, va devenir centre de recherche sur l'expérience, l'âge et les populations au travail. Alors, les dimensions de santé au travail sont toujours extrêmement présentes dans nos travaux, dans nos réflexions, dans nos recherches, et je pense que ça se verra. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est donc de vous proposer un exposé sur ce sujet-là, vieillissement et fragilisation de la santé au travail, que je vais vous proposer en 4 parties. La première, en quelques diapos, je vais tout simplement vous rappeler qu'il y a du vieillissement dans la population au travail, et en gros pourquoi, comment ça se passe. Alors, ça mérite de long développement, hein, mais je ne vais pas trop m'appesantir, mais je vous donnerai quand même quelques repères. Et ensuite, j'attaquerai cette idée de fragilisation sous plusieurs angles. D'abord sous l'angle fragilisation de la santé par le travail. Ensuite, on va dire fragilisation de la santé par rapport au travail, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir une santé qui se fragilise, notamment en lien avec l'âge, fait qu'on peut rencontrer certaines difficultés dans le travail, voire devoir changer de travail ou quitter le travail. Et la dernière partie, qui sera la plus optimiste, c'est pour dire que le pire n'est pas sûr et qu'on peut aussi, et les personnes au travail s'y attachent, éviter la fragilisation, s'en préserver, agir en sorte de ne pas être si fragilisé que ça, et de devenir un vieillissant dans le travail qui, si je puis dire, s'en sort ou essaye de s'en sortir. Ce qui est tout de même le cas, et c'est heureux, de beaucoup de salariés dits vieillissants. Alors, nous sommes dans une tendance longue de modification des équilibres entre tranches d'âge dans la population au travail. Là, ce n'est pas un scoop, hein, je ne vous apprends rien. Depuis maintenant, depuis la vingtaine d'années, depuis la période à peu près où l'enquête ESTEF que pilotait Annie, la naissance du CREAT, etc., c'était à peu près la période où le vieillissement démographique s'amorçait, il continue et on n'en a pas fini. À relier à plusieurs choses que je vais à chaque fois vous illustrer juste d'une diapo, des tendances démographiques d'ensemble, c'est-à-dire la population dans son ensemble a des équilibres d'âge qui changent, et donc comme la population au travail fait partie de la population dans son ensemble, ça se traduit par des modifications des équilibres entre tranches d'âge dans la population au travail. Il y a des dispositifs institutionnels, ça ne vous a pas échappé, réforme des retraites, fin des pré-retraites, qui tendent aussi à accentuer en principe le vieillissement. Et puis, il y a d'autres composantes qui tendraient peut-être à freiner ce mouvement, notamment les attitudes des employeurs qui n'ont pas forcément intégré l'idée ou le souhait d'employer de plus en plus de quinquagénaires, voire de sexagénaires, et les aspirations des salariés eux-mêmes, des salariés vieillissants eux-mêmes, qui ne sont pas forcément enthousiastes à l'idée d'avoir un long allongement de leur vie professionnelle. Je vais reprendre très vite chacun de ces 4 points. Ce sera ça ma première partie sur « il y a du vieillissement ». Voilà ce qu'on appelle la pyramide des âges de la France au 1er janvier 2012. Alors vous voyez tout de suite que ça n'est pas une pyramide. On utilise la locution pyramide des âges souvent pour décrire une structure des âges. La structure des âges de la France était pyramidale il y a 2 siècles. Vous voyez, si vous regardez les pyramides du XVIIIe siècle, les structures d'âge, ce sont vraiment des pyramides, avec beaucoup d'enfants et très peu d'âgés. Une natalité très élevée, une mortalité très élevée, et donc on a vraiment une pyramide. Beaucoup de mortalité infantile, etc. etc. C'est aussi
la structure des âges des pays du Sud, enfin des pays en voie de développement aujourd'hui, qui ont une forte natalité et une forte mortalité, et donc il est rare qu'on y devienne vieux. Alors, la structure dans les pays industrialisés est plus comme celle-ci, avec au fond une sorte de verticale jusqu'aux alentours de 60 et quelques années où les cohortes commencent à se creuser et il commence à y avoir des effets, entre autres, du décès. Entre autres, parce qu'il y a aussi les effets à distance de la natalité à diverses périodes, et ça c'est très important pour le sujet dont on parle là. Parce que vous voyez ce renflement ample, hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de personnes nettement plus nombreuses et que celles qui les précèdent et que celles qui les suivent. Et c'est donc ce qu'on appelle le fameux baby boom, qui est une mauvaise image. Baby boom, boom marque une explosion, donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose de bref. Et d'ailleurs, à la fin des années 40, les écrits des démographes de l'époque étaient dans cet état d'esprit-là. Ils disaient, on rattrape les déficits de naissance de la Deuxième Guerre mondiale. Plus un rebond d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, puisqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les parents en âge d'avoir des enfants étaient largement des natifs de la période de la Première Guerre mondiale. Et donc ils étaient déjà moins nombreux, parce que la Première Guerre mondiale, pour des raisons évidentes, est une période où il y a eu très peu d'enfants, enfin relativement peu d'enfants nés. Donc on a eu cette concentration comme ça d'événements démographiques qui ont fait que dans les années 40-45, le nombre de naissances a vraiment chuté par rapport aux années d'avant-guerre. Et puis immédiatement après, en 45-46, on a vu bondir le nombre de naissances. Et on s'est dit, ça va durer 3-4 ans, le temps du rattrapage en quelque sorte. Les prisonniers reviennent, etc. Bon. Et puis on va revenir à un étiage plus semblable à l'avant-guerre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Le baby boom s'est prolongé plus d'un quart de siècle. Il a commencé en 45-46 et il a duré en gros jusqu'en 72-73. S'il y a des natifs de 73 ici, qui ont donc 39 ans, mettons, ils sont baby boomers. Alors vous voyez, dans les médias, dans les débats sociaux, souvent on parle des baby boomers comme ceux qui atteignent l'âge de la retraite maintenant, ce qui est exact. Les premiers d'entre eux l'atteignent ou l'ont atteint. Mais les personnes de 39 ans, vous êtes encore dans les cohortes nombreuses, donc vous êtes encore dans le baby boom. Après, ça recule un peu. Alors, un dernier mot là-dessus, ça recule, je viens de dire, un peu. C'est un point à avoir en tête quand même. C'est-à-dire que par rapport à d'autres pays, le recul de la natalité après 72-73 en France a été visible, vous le voyez, hein, vous voyez ce décrochage, mais moindre que ce qu'on a pu constater dans pas mal d'autres pays. La fécondité en France reste élevée. On est à peu près à une descendance finale de 1,95, presque 2 enfants par femme, puisque c'est comme ça qu'on calcule les choses. Et donc avec un petit solde migratoire légèrement positif, au fond, on est à un renouvellement de génération relativement stabilisé. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, etc., où il y a des taux de fécondité, vous le savez peut-être, beaucoup plus bas, ce qui d'ailleurs, du point de vue financement à terme des pensions, pose des problèmes très différents. Quand on dit l'Allemagne a fixé un âge de la retraite, etc., à 67 ans, il faut avoir en tête que le contexte de ce point de vue-là n'est pas le même chez eux quand même, hein, à long terme. Bon, alors toujours est-il que, en population au travail, là il n'y a aucun doute, aujourd'hui, parmi les, mettons, 20-60 ans ou 20-60 et quelques, donc la zone d'âge habituellement concernée par la vie professionnelle, ceux qui pèsent le plus lourd, c'est plutôt la deuxième partie, les 40 et plus, plutôt que les moins de 40. Hein. Et ça, on en a pour un moment, c'est-à-dire que enfin, on en a pour un moment de franchir la quarantaine, puis de franchir la cinquantaine, c'est-à-dire que la proportion de 50 ans et plus, par exemple, indépendamment de ce qui se passe du côté des retraites, continue à augmenter par le simple jeu des mécanismes démographiques. Bon, et d'une. Et de deux, on a eu un mouvement qui s'est maintenant stabilisé, mais qui a été très marqué, qui s'est stabilisé à un niveau fort, d'entrée plus tardive des jeunes dans la vie professionnelle. Ce qui évidemment contribue aussi au vieillissement. Quand les jeunes, qui déjà sont moins nombreux, puisqu'ils sont post-baby boom, retardent leur entrée dans la vie active, il y a moins de jeunes dans les entreprises, dans les administrations, dans les lieux de travail. Alors vous voyez ça très nettement, vous ne le voyez pas trop
pour la tranche des 25-29 ans, qui est la courbe du haut, où vous voyez un taux d'emploi dans cette tranche d'âge-là qui est relativement stable à long terme depuis le début des années 80. En revanche, vous voyez que la courbe rouge et la courbe bleue, qui correspondent respectivement aux 20-24 ans et aux 15-19 ans, il y a une nette décrue à long terme qui s'est prolongée depuis les alentours des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Il y a eu là une période de 15-20 ans, ça avait commencé avant, mettons d'une vingtaine d'années, pendant laquelle on est entré dans la vie professionnelle de plus en plus tard. Ça a correspondu aussi à une explosion du nombre d'étudiants, etc., etc. Donc tous ces phénomènes-là ont été contigus, combinés. Je ne veux pas développer là les raisons pour lesquelles ça s'est produit. En tout cas, il y a eu ça. Alors il faut quand même savoir, et vous le voyez, que ça s'est stabilisé après. C'est-à-dire que depuis maintenant, on va dire une quinzaine d'années, ce mouvement-là s'est arrêté, mais il n'a pas reculé. Donc on reste avec des âges d'entrée dans la vie professionnelle qui sont relativement tardifs, plutôt plus tardifs que dans d'autres pays. Les comparaisons internationales sont compliquées dans cette affaire parce que les systèmes de décompte ne sont vraiment pas les mêmes. La notion de fin d'études, la notion de début de vie professionnelle dépendent complètement, par exemple, des situations de cumul emploi-études qui ne sont pas toujours faciles à classifier. En tous les cas, on est aujourd'hui à un âge moyen d'entrée dans la vie professionnelle qui est quelque part du côté de 21 ans et demi, qui est un âge relativement élevé. Et donc, ça veut dire que les âges d'avant ne sont pas là, ne sont guère là dans la vie professionnelle, ce qui contribue à accentuer le vieillissement d'ensemble. Alors, en principe, en même temps que tout ça, les pouvoirs publics, depuis à peu près aussi le milieu des années 90, pour des raisons essentiellement financières, ont poussé au vieillissement, si je puis dire. Avec les réformes successives des retraites, l'allongement des années de cotisation, etc., etc. La réforme de 2010 avec l'âge seuil qui a été remonté de 60 à, enfin qui est en train de remonter de 60 à 62 ans. Et puis, un phénomène très très important qui date maintenant d'une quinzaine d'années, qui est la quasi-fin des pré-retraites publiques. Dans les années dont les plus jeunes d'entre vous n'avaient pas souvenir, mais les autres oui, dans les années, disons, 80, première moitié des années 90, il y avait beaucoup de pré-retraites publiques. De grands secteurs industriels en France se sont restructurés sur la base de départs précoces d'ouvriers, on va dire vite, mais pas seulement, mais beaucoup d'ouvriers de 55 ans et plus, parfois 53 ans et plus, parfois 50 ans et plus dans les chantiers navals, pas loin d'ici, bon, qui partaient très très tôt. Au début, d'ailleurs, c'était assez mal vécu. C'était vécu comme des sortes de licenciements. Et c'était, d'ailleurs, hein, on peut considérer que c'était au fond des licenciements, mais avec une bonne indemnisation. Bon. Et puis, petit à petit, c'est passé dans les mœurs. Ça a été un peu acquis comme un droit. Peut-être pas les 50 ans. Hein, parce que j'avais entendu dire que dans les chantiers navals, 50 ans, les ouvriers des chantiers navals tendaient à trouver ça vraiment quand même trop tôt, quoi. Non ? Bon, ça dépend. Voilà, très bien. Bref, quelque part à 50 et quelques, en tout cas pour la main-d'œuvre ouvrière ayant eu les conditions de travail que l'on sait, par exemple dans les chantiers navals, puisque j'en parle, il y avait ces départs anticipés. Alors ça, les pouvoirs publics, en France comme dans bien des pays, ont décidé de freiner cela, de fermer le robinet des financements publics de ce genre de dispositif, dont le principal s'appelait, ce sigle barbare, ASFNE, allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, qui était ça, qui permettait de diminuer les effectifs d'un gros secteur industriel en faisant partir des anciens dans un climat social suffisamment consensuel et avec des indemnités correctes. Bon. Il y a eu d'autres dispositifs qui sont venus autour ou avec, pendant certains existent encore. Je ne développe pas, toujours est-il que ce que vous voyez bien, c'est que depuis 96, 17 par là, quoi, cette masse-là, des pré-retraites à financement public, a vraiment dégringolé. Et aujourd'hui, elle est à un niveau, non pas nul, mais très bas. Simplement, c'est pour ça que je montre cette courbe, vous voyez que, contrairement à ce qu'on aurait pu éventuellement croire, ça ne s'est pas traduit par un surcroît de travailleurs âgés, ça s'est traduit par un surcroît de chômeurs âgés. J'aime bien montrer cette courbe, on pourrait quasiment mettre un miroir au milieu, hein, jouer à plier ma diapo, là, vous voyez, et quasiment les courbes se recouvrent.
Donc ceux qui devaient sortir sont sortis, pour dire vite. Alors, attendons la suite, mais on a le droit de poser l'hypothèse que l'âge plancher de 60 ans, 60 ans et demi, 61 ans, etc., qui est en train de se déplacer aujourd'hui, on peut ne pas exclure qu'il va avoir le même effet. Et non seulement on ne peut pas l'exclure, mais on le constate. Puisque si vous suivez de près, conjoncturellement, là, depuis un an, le nombre de chômeurs, si vous écoutez à la radio quand on vous annonce les chiffres mensuels du chômage et qu'on vous dit le chômage a un peu augmenté, un peu diminué, etc., etc., en particulier les jeunes, ceci, cela, en particulier les seniors, écoutez bien ce qui se passe pour les seniors, et rarement vous entendrez le commentaire, ce qui est entre autres une retombée de l'évolution actuelle des dispositifs de retraite. Or, il suffirait de le dire, ça serait une vérité vraie. Bien entendu, la modification de l'âge plancher des retraites, comme toute disposition à cet endroit-là, peut-être, s'accompagne-t-elle, déclenche-t-elle un peu d'allongement de la vie professionnelle, on ne peut pas l'exclure, je ne veux pas caricaturer, mais certainement, elle déclenche aussi un peu d'allongement du chômage des âgés. Voire des minima sociaux des âgés, parce que les durées d'indemnité, elles ne s'allongent pas. Et donc, on va peut-être vers une expansion, que j'espère modérée, de personnes de 59, 60, 61 ans au RSA. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors, bien évidemment, c'est une question très importante pour les questions dont on parle aujourd'hui, parce que c'est évident que si on crée des situations de travail viables et vivables pour des salariés de ces âges-là, c'est aussi une manière de combattre le phénomène que je viens de dire. Personnellement, je ne milite pas contre l'allongement de la vie professionnelle. C'est un point dont on pourra débattre si vous voulez. Alors, en face, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, les employeurs ne sont pas forcément enthousiastes, ils ne sont pas forcément si négatifs que ça non plus. L'idée générale selon laquelle les employeurs auraient mauvaise opinion des salariés vieillissants serait fausse. C'est quand vraiment, aussi bien les travaux sociologiques fins que les enquêtes statistiques montrent qu'il y a une opinion assez balancée. Pour résumer, en général, les employeurs tendent à considérer que les salariés seniors ont le goût du travail bien fait, ont de la conscience professionnelle, un certain investissement dans la vie de l'entreprise, qui sont assez fiables sur leurs horaires, alors qu'on reproche aux jeunes souvent de ne pas l'être suffisamment. Donc ils ont quand même toute une série de qualités comme ça. Certains d'entre eux ont des problèmes de santé, mais pas si dramatiques que ça. Voilà. Alors ce qu'on leur reproche beaucoup, je ne vais peut-être pas trop le développer dans le cadre de cette conférence-ci, dont ce n'est pas l'objet, on les taxe d'un manque d'adaptabilité. On considère qu'en revanche, en situation de changement, en situation d'apprentissage, en situation de nouvelles organisations, nouvelles techniques, etc., ils sont quand même, ils sont plus embarrassés, c'est plus difficile, plus résistant au changement, etc. Donc c'est souvent cette raison-là qui peut faire qu'on peut leur préférer comparativement des jeunes. Et pas trop des questions salariales, contrairement à ce qu'on croit. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais on croit souvent que c'est les différentiels de salaire entre jeunes et plus anciens qui pèsent dans les attitudes différentes des employeurs. Pas trop. On a pu établir que pas tant que ça. Parfois un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, des atouts et des limites, n'empêche qu'il y a un certain nombre de comportements différenciés, parfois même constatés comme discriminatoires. Ça s'est vérifié par des études par testing, par exemple en envoyant des CV en changeant juste la variable âge. Et tout ça est pris chez les employeurs dans une multiplicité de préoccupations qui visent diverses tranches d'âge, parce qu'ils ont aussi des problèmes avec leurs jeunes, bien évidemment. Reste que nous avons en France un taux d'emploi, en l'occurrence des 55-64 ans, qui est la tranche d'âge qui sert aux comparaisons internationales, conventionnellement. Qui en Europe, la France est un des pays d'Europe où ce taux est le plus faible, mais il progresse, y compris en temps de crise. Donc voilà, ne noircissons pas le tableau. Il progresse notamment grâce aux femmes seniors, qui, par effet de génération notamment, sont de plus en plus nombreuses à être au travail dans ces tranches d'âge-là. Il progresse tout en étant un peu à la traîne vis-à-vis de beaucoup d'autres pays européens. Si vous voulez, on pourra en parler, mais ce n'est pas l'objet. Pas tellement parce qu'on s'en débarrasse, mais beaucoup parce qu'on ne les embauche pas. Donc ils ont un taux de chômage moindre que les plus jeunes, mais s'ils se trouvent au chômage, alors là, la probabilité qu'ils y restent assez longtemps est beaucoup plus forte que pour des jeunes, pratiquement double.
Et ça rejoint l'histoire de l'adaptabilité, c'est-à-dire que embaucher un senior, c'est lui mettre une épreuve d'adaptation. Il va découvrir mon entreprise. Va-t-il s'en sortir bien? Je n'en suis pas sûr. Et donc, dans le doute, je prends un jeune. Vraiment, je résume, mais il y a quelque chose un peu de comme ça. Et puis, j'y reviendrai un tout petit peu, un accès beaucoup moindre à la formation continue avec l'âge. Et c'est vraiment une des tâches, si je peux dire, sur le modèle social français, que les experts internationaux repèrent très bien. Quand on montre la courbe d'accès à la formation continue par âge et par catégorie sociale française, sans dire que c'est la France, et qu'on le montre à un connaisseur au plan européen de ces choses-là, il dit c'est la France. Il l'identifie, c'est-à-dire cette espèce de pente que je crois que je vous montrerai dans l'un de mes propos tout à l'heure, cette espèce de dégringolade avec l'âge des taux d'accès à la formation continue est une caractéristique très très forte, très discriminée de la politique ou des politiques de formation, pour des raisons multiples. Hein. Je ne dis pas que tous les seniors sont là à réclamer des formations qu'on leur refuse. Ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Bon, voilà le contexte. Donc on a du vieillissement, on a un certain nombre de difficultés, on a ce paysage un peu contrasté. Et dans tout ça, donc, il faut entrer avec maintenant des interrogations en termes de santé au travail. Alors il va y avoir quelque chose qui va nous servir tout de suite de passerelle, c'est que je viens de parler des attitudes des employeurs, il faut parler des attitudes des salariés. Nous avons, il y a quelques années, mené avec un groupe de médecins du travail et beaucoup de médecins du travail en France, une enquête qui s'est appelée SVP 50, Santé et vie professionnelle après 50 ans. Peut-être que parmi les médecins présents, certains d'entre vous y avaient participé. Et dans cette enquête qui parlait de beaucoup de choses, on a à un moment donné interrogé les personnes sur leurs projets en matière de retraite. Donc, ce sont tous des gens de 50 ans et plus. Hein. Est-ce que vous savez à quel âge vous aurez vos pleins droits de retraite? Si oui, est-ce que vous pensez partir avant, après ou juste à ce moment-là? Bon. Alors, il y a à peu près 4 personnes sur 5 à 50 ans et plus qui pensent savoir à quel âge ils auront leurs pleins droits. Et parmi ceux-là, il y en a un gros cinquième, un petit quart, disons, qui envisagent de partir avant. Pas qui envisagent, qui ont l'intention de partir avant. Alors, parmi ceux-là, ceux qui ont l'intention de partir avant, on leur demande pourquoi. Et on leur propose toute une série d'items, plus un item autre. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réponse extrêmement, deux réponses extrêmement, qui recueillent beaucoup de réponses affirmatives. Évidemment, il y avait plusieurs réponses possibles hein, dans le questionnaire. C'est j'ai assez donné, voilà, on me doit bien ça, je peux partir. Et puis, place aux jeunes, tout ça étant un peu lié. Mais maintenant, regardez bien le reste. Parcours pénible, 40%. Conditions de travail, 40%. Santé, 40%. Ce n'est pas forcément les mêmes. Autrement dit, des enjeux de travail, de santé ou de santé au travail sont éminemment présents, très très fortement, dans peut-être plus de la moitié des intentions de partir sans attendre l'âge de plein droit à la retraite. Donc on a d'emblée, déjà, en se posant la question des fins de vie professionnelles, les questions de santé au travail qui s'invitent d'elles-mêmes. L'ennui au travail aussi, que vous voyez là-haut. Alors il y a quelques autres raisons, familiales, faire d'autres activités à la retraite, etc., qui jouent un rôle aussi, mais vous voyez à quel point ces enjeux-là sont massifs dans les comportements en fin de vie professionnelle, dans les projets en fin de vie professionnelle. Ce n'est pas une découverte, mais c'est peut-être important d'en voir l'ampleur. Alors allons-y, essayons de relier âge, santé, travail et de voir ce qu'il y a lieu. Et je vous annonçais, donc c'est la... Maintenant j'attaque les 3 types de liens, si vous voulez, entre vieillissement et travail, vieillissement et fragilisation en santé au travail. Donc j'attaque la deuxième partie de mon exposé. Vieillissement par le travail, par rapport au travail et dans le travail. Un vieillissement par, donc, très simplement, est-ce qu'il y a des caractéristiques du travail qui renforcent ou qui atténuent des déficiences liées à l'avance en âge? Réponse oui, ça ne vous surprendra pas. Et donc c'est toute la thématique de l'usure provoquée par des expositions cumulatives, longues, à un certain nombre de caractéristiques du travail qui atteignent l'organisme. Alors on peut le voir de toute une série de manières. Je me suis permis de mettre dans ce type de diapo quelques noms d'auteurs. Alors le diaporama, je ne sais pas, il est sur le site en général du LEST après ou comment ça se passe? Voilà. Donc tous ceux d'entre vous que ça intéresse d'avoir ensuite les références et de chercher les auteurs en question, je ne sais pas, vous pourrez télécharger le diaporama et vous y trouverez au passage les noms des chercheurs
que je cite là. Alors, il y a des effets du travail sur la durée de vie. Commençons par là. À l'intérieur d'une situation générale où il y a de fortes inégalités sociales d'espérance de vie dans les pays industrialisés, notamment en France, il y a 6 ans d'écart d'espérance de vie entre cadres et ouvriers hommes à 35 ans. Cet écart est plutôt en légère progression. La part attribuable dans la mortalité, elle n'est pas facile à évaluer. Il y a eu une évaluation finlandaise dont vous voyez là les résultats. Ça, je ne vais pas y insister. En revanche, ce qui est clair, c'est que les différences sociales de mortalité, dans certaines maladies, on sait évaluer à quel point le travail joue un rôle dedans. Vous voyez, on est déjà dans l'idée, au fond, du vieillissement par le travail. S'agissant de la mortalité par cancer, on a pu évaluer à 1/3 le rôle du travail. Le travail explique 1/3 des différences sociales de mortalité par cancer. Pas 1/3 des cancers, hein. 1/3 des différences sociales entre catégories en mortalité par cancer. Et c'est un peu plus pour certains organes, c'est plutôt de l'ordre de la moitié pour le cancer du poumon et pour le cancer de la vessie en lien avec l'exposition aux toxiques professionnels, hein, toxiques dans la vie professionnelle. Bon. Et on a pu resserrer la focale en allant analyser dans un même milieu professionnel la pâte à papier, l'imprimerie de presse, etc. Des professions qui ont donc les mêmes conditions de vie, mais qui n'ont pas les mêmes conditions de travail, même revenus, même voilà, tout ça, mais pas mêmes conditions de travail. Et on constate des écarts de mortalité tout à fait significatifs que l'on a de bonnes raisons de pouvoir attribuer à des caractéristiques du travail. Donc il n'y a pas de doute, il y a des effets du travail sur la durée de vie et on sait un peu pourquoi, on sait l'établir. Il y a aussi des effets du travail sur la santé aux grands âges, qui est déjà un peu différent. Et on entre dans la notion utilisée par certains auteurs d'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire le fait de, premièrement, d'être encore en vie et deuxièmement, d'être encore en vie en assez bonne santé, pas être hospitalisé, de ne pas avoir de limitations graves dans sa vie quotidienne. Alors cette espérance de vie sans incapacité progresse, tant mieux pour tout le monde, comme l'espérance de vie elle-même. Elles aussi présentent de fortes inégalités sociales et elles sont plus fortes que les inégalités d'espérance de vie tout court. La longévité entre catégories sociales, et on trouve à peu près 6 ans d'écart. La différence d'espérance de vie sans incapacité pour les hommes, c'est 10 ans d'écart. Chez les femmes, le distinguo entre ces deux modes d'évaluation est encore plus fort, puisque chez les femmes, les différentiels d'espérance de vie par catégorie sociale ne sont pas très élevés, plutôt de l'ordre de 2 ans et demi. Et par contre, on trouve 10 ou 12 ans d'écart d'espérance de vie sans incapacité, en catégorie sociale. Donc les ouvrières âgées vont vivre pas tellement moins longtemps que les femmes cadres âgées, mais en beaucoup moins bonne santé, avec beaucoup plus de maladies sérieuses et de restrictions de capacité. Alors on a pu, dans un certain nombre de travaux, montrer que les efforts physiques, les poussières, les contraintes de temps, etc., ça a été montré dans des exemples que je vous cite là, jouent un rôle sur la santé au grand âge. Donc on a bien pu établir des formes de vieillissement par le travail quand on les regarde dans la santé post-professionnelle. Vaste sujet que la connaissance de la santé post-professionnelle qui mériterait bien des développements et bien des dispositifs qui malheureusement n'existent pas trop, sauf dans certains milieux professionnels très particuliers. Alors reculons encore un peu. Il y a évidemment des effets du travail sur la santé en fin de vie professionnelle. De façon générale, il y a davantage de problèmes de santé vers la fin de la vie active qu'avant, mais il y a de nombreuses traces du travail précédemment vécu. L'enquête Estève, menée il y a une vingtaine d'années, que Annie Touranchet coordonnait, a fait une espèce de somme qui fait référence là-dessus. D'autres enquêtes également, ailleurs ou depuis, avec aussi des conséquences qu'on a pu repérer de fragilisation de l'emploi, de gêne dans le travail, liées à ces traces de la vie de travail sur la santé. Alors, je n'ai pas besoin de commenter, hein, l'exposition au bruit qui accélère ou aggrave les déficiences auditives, l'exposition au port de charges lourdes qui accélère ou aggrave les douleurs lombaires dans certains métiers. Il y a eu une étude de Jean-Yves Dubré ici présent sur le bâtiment. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut prendre qui montrent bien que, voilà, ce n'est pas une surprise, mais enfin, on peut vraiment en évaluer l'ampleur. Plus on a été exposé à un certain nombre de contraintes nocives, et plus un certain nombre de troubles de santé qui sont de toute façon indexés sur l'âge, comme on dit, surviennent plus tôt et plus fort.
Alors, il y a une manière intéressante et que je vous cite, là, ça vous permet de vous reporter un de mes propres articles, d'interroger ça, qui est, aux alentours de la fin de vie professionnelle, d'avoir un entretien rétrospectif avec les personnes qui sont sur le point de quitter la vie professionnelle. Ce type d'étude est extrêmement intéressante. S'il y a des étudiants en quête de sujets de mémoire ici, je vous recommande celui-là, ça vaut la peine. Dans une profession donnée, mener un entretien rétrospectif sur les parcours professionnels et les traces de ces parcours professionnels avec des gens qui sont sur le point de quitter la vie professionnelle ou qui viennent de le quitter. Et on découvre plein de choses très très intéressantes sur les diverses nuisances qu'ils ont connues à diverses périodes, les changements, les améliorations éventuellement qui ont été apportées, les nuisances qui demeurent encore en fin de vie professionnelle, etc. Voilà, alors sans parler de la fin de la vie professionnelle, il y a bien sûr des effets du travail sur la santé tout au long de la vie active, et donc il peut y avoir du vieillissement précoce à 35 ans. C'est-à-dire que dans certains métiers, c'est le cas. Des personnes qui... Enfin, les médecins disent souvent que ça se voit au coup d'œil, quoi. C'est-à-dire que des personnes qui, quand on les rencontre, on leur donnerait 45-50 ans et qui en ont 32, quoi. Bon. Donc il y a besoin de faire toute une série d'approches, notamment diachroniques, comme c'est indiqué là, intégrant les effets du parcours. Alors je cite ici les effets néfastes d'une forte pression temporelle, les effets néfastes de parcours très très chahutés, même en début de vie professionnelle, comme ça, de la précarité, du déclassement, des épisodes de chômage, des choix non réalisés. Ça a été étudié par quelqu'un du Lest, ça, Marie-Pierre Guillaume-Bailly, qui est une psychiatre, qui a étudié les effets néfastes dans la construction de la santé, de tout ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire. Ce n'est pas du coup les traces du travail, c'est les traces du travail qu'on n'a pas vécu et qu'on aurait bien voulu vivre. Une autre profession, d'autres conditions de travail, etc. Voilà. Donc, je conclus cette première partie, qui est la deuxième si on intègre l'introduction tout à l'heure en termes de vieillissement, cette idée qu'il y a des astreintes dans le travail qui sont potentiellement pathogènes ou invalidantes et qui donc statistiquement renforcent la probabilité de ne pas être très en forme, passer la quarantaine, passer la cinquantaine, passer la soixantaine. Ça a des effets sur l'espérance de vie, sur la qualité de vie aux âges élevés d'une partie des salariés, ainsi que sur leur état de santé dans les dernières années de vie professionnelle. Et je rappelle donc les quelques principales nuisances que j'ai évoquées là, certains toxiques, les horaires nocturnes, les fortes sollicitations physiques, etc. Ça est bien connu. Retenons qu'on sait l'évaluer. Voilà. Retenons qu'on sait l'établir et établir l'ampleur de ces liens-là. Et attaquons la partie suivante, troisième de l'exposé, deuxième du lien vieillissement-travail, vieillissement par rapport au travail. L'idée est de dire les changements qui s'opèrent avec l'âge, chez chacun de nous, en quoi est-ce que ça influe l'affectation à un poste, la capacité à affronter certaines exigences du travail. Donc là, on est dans une thématique non plus de l'usure, mais de la sélection. Alors, ça peut intervenir chez les mêmes personnes. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui sont sélectionnés parce qu'ils sont usés. Mais comme entrée, comme objet d'étude, c'est un objet d'étude un peu différent. Donc je vais vous donner là très vite, pardon pour le balayage, mais c'est juste pour que vous ayez une idée, des exemples de résultats, pour le coup en démographie, ce qu'on appelle nous démographie du travail, c'est simplement des rapprochements entre âge et conditions de travail qui semblent montrer que certaines exigences du travail sont sélectives sur l'âge, écartent des gens à partir d'un certain âge, écartent beaucoup de gens à partir d'un certain âge de certaines situations de travail. Alors je vous donne des exemples en entreprise, voilà un résultat très simple qui vient de la RATP, des transports parisiens, du métro. Et c'est les poseurs de voies ferrées dont certains travaillent de jour et d'autres travaillent de nuit. Ce n'est pas du tout d'ailleurs le même métier puisque de jour il y a des métros qui passent. Donc ça ne peut être que sur des tronçons de voies qu'on est en train d'ajouter sur lesquels il n'y a pas de trafic. Bon. Et ça saute aux yeux que la distribution des âges chez les poseurs de nuit est beaucoup plus jeune, avec beaucoup plus de gens autour de la trentaine, que chez les poseurs de jour, où la tranche d'âge la plus représentée, c'est les 45-49 ans. Et c'est facile de vérifier dans la vraie vie qu'il s'agit de mobilité. C'est-à-dire que les poseurs de nuit, à un certain âge, beaucoup d'entre eux demandent à et obtiennent de passer de jour. Une forme de non-tolérance du travail de nuit au-delà d'une certaine durée d'exposition ou à partir d'un certain âge, pour des raisons qu'on sait bien expliquer, fragilisation du sommeil, etc. etc. Alors bon, voilà un résultat de vieillissement par rapport au travail, si l'on peut dire. Deux autres exemples en une seule diapo.
c'est une petite équipe d'assemblage de tronçons de fuselage d'Airbus, en l'occurrence, donc c'est dans la construction aéronautique. Et je vous le montre parce que c'est pour montrer qu'on peut faire de la micro-démographie du travail. On peut regarder une petite équipe de 8 personnes et regarder qui fait quoi alors que tous savent faire tout. Comment se répartissent-ils les tâches? Alors, je ne vais pas tout vous commenter en détail, mais sachez que les deux colonnes se distinguent par les contraintes de posture. La colonne de gauche, c'est des postures de travail relativement pas trop contraignantes, celle de droite, bien davantage. Et les deux lignes par des contraintes de temps, de hâte dans le travail, de répondre à des urgences. Les fortes contraintes de temps étant là, celles qui précèdent le moment où on va, les opérations qui précèdent juste le moment où le morceau de fuselage va être pris par un convoyeur et emporté 20 mètres plus loin pour, si je peux dire, le poste de travail suivant. Vous avez cette équipe, et je n'ai pas besoin de commenter, vous voyez que les plus jeunes se collent à, si vous me permettez une expression familière, prennent en charge la plupart des tâches qui sont les plus exigeantes posturalement et les plus exigeantes en termes de contraintes de temps. Il y a donc bien une micro-mécanique de sélection consensuelle dans l'équipe. Hein. Alors je ne dis pas que le travail est facile et tout cool pour eux deux, là. Hein. Ils ont quand même un certain nombre d'exigences, notamment de force dans certains moments, et surtout beaucoup de savoir-faire. Mais voilà, il y a cette répartition des tâches qui, pour l'instant, fonctionne, parce qu'il y a un équilibre des âges qui permet de le faire, d'abriter un peu les plus âgés de certaines exigences. Et un quatrième exemple, si vous voulez, on tient compte du fait que la précédente vous parlait de deux choses à la fois. Cette fois-ci, c'est sur la mécanique sélective liée au changement. Ça rejoint les questions d'adaptabilité dont je vous parlais au début de cet exposé. Et c'est tout simplement, chaque carré, là, orange, est un ouvrier d'une chaîne de montage en mécanique dans l'automobile. Et ce que vous voyez, c'est l'âge, en abscisse, et en ordonnée, le nombre de postes qu'ils ont tenus sur la chaîne pendant une période de 2 mois. Alors, il y a quelques nouveaux arrivés jeunes qui découvrent la chaîne et qui tiennent encore peu de postes, mais ensuite, la tendance générale, vous voyez qu'elle est vraiment à la décroissance, c'est-à-dire qu'il y a 2 super polyvalents, là, qui ont l'un 22 ans et l'autre peut-être 32, des moyennement polyvalents autour de 30 et quelques années, et puis après la quarantaine, pratiquement tous ces ouvriers ne tiennent plus que 2 postes ou 1 poste. Pour des raisons multiples, vastes, ça a été l'objet d'une thèse chez nous, je ne vais pas tout vous détailler. En tous les cas, le phénomène est clair, il y a un mécanisme sélectif autour de la fréquence des changements. Au fil de l'âge, les situations où il faut beaucoup changer posent sans doute davantage de problèmes. En tout cas, on gère les choses en exposant un peu moins au changement les ouvriers les plus âgés, ou peut-être qu'eux-mêmes préfèrent. Conclusion de cette partie sur les sélections, deuxième partie de la relation âge-travail, troisième partie de mon exposé. Un certain nombre de contraintes apparaissent sélectives sur l'âge, je viens de vous les montrer. Les horaires décalés, alors on les retrouve, hein. J'en ai déjà parlé à propos de l'usure. Hein. Le travail de nuit lui-même a des effets d'usure à distance, notamment sur l'appareil cardiovasculaire. Mais il est par ailleurs aussi sélectif. Dans beaucoup de situations, avec des exceptions, notamment à l'hôpital, mais enfin dans beaucoup de situations, l'horaire de nuit, le travail de nuit n'occupe que 15-20 ans dans une vie professionnelle et après les gens essayent de se reconvertir. Encore une fois, ce n'est pas le cas partout. Hein. Les postures pénibles, parce que la souplesse articulaire est une des caractéristiques corporelles qui tend à se dégrader avec l'âge. La pression temporelle forte, parce que les ressources de l'expérience demandent justement de pouvoir un peu aménager ses rythmes de travail et s'organiser. Et donc, ça met les expérimentés en difficulté quand il faut travailler dans l'urgence. Pas travailler vite, hein, mais travailler dans l'urgence. Et pour les mêmes raisons, les changements brusques, fréquents, une sorte de polyvalence un petit peu comme ça, un petit peu contraignante, un petit peu forcée, un petit peu rapide, mais aussi les âgés en difficulté. Et donc, ils s'en écartent, ou on les en écarte, on les en protège. Voilà, il y a une mécanique de sélection, de vieillissement par rapport au travail. Retenons au passage que là, je ne suis pas en train de vous montrer 4 nuisances. Les postures pénibles, oui, si on pouvait les faire disparaître complètement, ça serait le mieux. Le reste, ça se discute. Dans les horaires décalés, vous avez une partie des salariés qui travaillent de nuit qui y trouvent certains avantages, pas seulement pécuniaires. Dans la pression temporelle, oui, c'est un peu une nuisance, parce que c'est quand même parfois,
on est débordé, c'est fatigant, mais en même temps, ça peut être considéré un peu comme stimulant. Enfin, vous pouvez avoir des gens qui aiment bien être assez mobilisés comme ça dans leur activité de travail. On va dire à l'inverse, quelqu'un qui travaille avec une pression temporelle nulle, c'est peut-être pas très gratifiant. Pensez aux personnes qui sont, comme on dit, dans des placards, quoi, dans certaines administrations ou autres. Voilà, un peu de besoin de réactivité, c'est peut-être pas mauvais aussi, c'est souhaité. Bon. Quant au changement dans le travail, alors si l'objectif était de faire disparaître les changements et d'ankyloser tout, ou à 40 ans, arrêter complètement tout changement dans la vie professionnelle pour chacun, ce serait une catastrophe, quoi. Ça serait une sorte d'horizon bouché, triste, sans plus de construction, de développement de soi-même, donc ça serait quand même problématique. Donc, il faut essayer de trouver une manière de combiner certaines caractéristiques du travail avec le vieillissement. Et donc, j'attaque ma dernière partie, le vieillissement dans le travail, où cette fois la question, c'est en quoi les changements qui s'opèrent avec l'âge influencent non plus l'affectation à tel ou tel poste, mais la manière dont on s'y prend et l'efficience du travail. Est-ce qu'on y arrive quand même et à quelles conditions? Pourquoi? Avec de bons résultats si possible. Et c'est là qu'apparaît évidemment la question de l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience? Qu'est-ce que l'expérience? Il y a évidemment des armoires pleines de littérature psychologique, philosophique, sociologique, etc., sur l'expérience. La définition à laquelle dans notre réseau on se tient, parce qu'elle est assez simple et qu'elle est quand même importante, c'est de dire l'expérience est le produit d'un ensemble d'événements qu'on a vécus et dont on a pu tirer des enseignements, sur lesquels on a eu la possibilité de réfléchir. Vous voyez, ces deux conditions-là. Il ne faut pas avoir eu une vie complètement où rien ne se passe, notamment une vie professionnelle où rien ne se passe. Ça, c'est pas bon pour se forger une expérience. Mais il ne faut pas non plus avoir été dans un système complètement effréné, où on passe complètement d'une chose à une autre, où on n'a jamais le temps ni de discuter avec des collègues, ni de prendre un peu de recul, ni de vérifier, ni d'essayer soi-même une autre manière de faire pour voir comment ça marche, etc. Vous voyez, c'est cette idée d'événements que l'on vit et dont on est capable, sur la base desquels on est capable de construire, je vais utiliser un mot un peu fort, mais c'est bien ce que ça veut dire, une théorie, c'est-à-dire des éléments structurants de sa propre activité de travail qui permettent du coup d'aller tenter d'autres, se mettre à l'épreuve soi-même dans des situations nouvelles parce qu'on est armé de tout un bagage un petit peu général et adaptatif. Alors, le modèle général du vieillissement qu'on propose dans ce schéma-là consiste à dire il y a en effet un certain nombre de déclins qui surviennent avec l'âge. En tout cas statistiquement. Ils sont éminemment variables d'une personne à une autre. Ils peuvent être induits par le travail, j'y insiste pas, j'en ai parlé, vieillissement par le travail. Ils peuvent être révélés par le travail, j'y insiste pas, vieillissement par rapport au travail. Certaines exigences vont faire qu'on est en difficulté, voire qu'on essaye de s'en écarter. Mais en face, on se construit de l'expérience. On se construit des compétences sur la tâche. Je fais cette tâche depuis X années, je maîtrise de mieux en mieux, etc., ou j'ai fait d'autres tâches qui me servent pour celle-là. Sur soi-même, c'est le champ qu'on appelle, nous, en jargon, métacognition, une manière de savoir ce que l'on sait, savoir de quoi on est capable, savoir ce qui nous fatigue, ce qui ne nous fatigue pas, ce qu'on réussit, ce qu'on rate, ce qui nous fatigue, ce qui ne nous fatigue pas trop, etc., ce qui nous fait mal, fait pas mal. Et sur les autres, c'est-à-dire une sorte d'usage de la coopération avec d'autres, ou de bonne connaissance des moments où il vaut mieux y aller tout seul, qui ne cesse de s'élaborer, de s'enrichir, voilà. Et tout ça débouche sur des stratégies dans le travail, des manières de combiner les objectifs et les façons de faire, extrêmement précieuses à comprendre. Et en général, alors là, on raisonne en ergonome, nous on remonte, c'est-à-dire qu'on part de là. On part d'une tentative pour comprendre les stratégies dans le travail de personnes qui ont des âges et des expériences et des états de santé différents, et ensuite d'inférer de ça, en parlant avec eux, comment ça s'est construit, d'où ça vient, et en quoi ça peut avoir éventuellement quelque chose à voir avec leur âge, avec l'évolution de leur santé au fil de l'âge, avec la construction de leur expérience, etc. Alors bon, les recherches qui alimentent ça, c'est un petit peu le gros du fonds de commerce de ma propre équipe de recherche. Je ne vais pas tout développer, mais je vais quand même vous donner un ou deux exemples pour situer les choses. Un exemple de compétence sur la tâche qui
qui vient d'un poste de travail dans une entreprise de fabrication de pneumatiques qui se trouve en Auvergne. Ceux qui ne voient pas de qui je parle demanderont à leurs voisins. Donc dans cette entreprise, que je ne nommerai pas, on étudie... attends, je vous explique. Donc on étudie un poste où il s'agit de découper des blocs d'ingrédients qui vont entrer dans la fabrication du pneu et de les peser. Et puis après, de faire aussi d'autres choses. Mais enfin, ça, c'est une partie importante de ce poste de travail. Donc il y a une espèce de gros bloc de cet ingrédient qui arrive, porté par un convoyeur. L'ouvrier le prend, il a un couteau, il découpe la quantité dont il a besoin, il la pèse, il doit être dans une certaine marge de tolérance. S'il en a trop mis, il en retire un peu. S'il n'en a pas mis assez, il en reprend un petit peu. Bon, ensuite, il fait d'autres choses. Donc, il coupe beaucoup. Et comme dans toute tâche, vous le savez peut-être avec un couteau, le couteau s'échauffe. Il y a il y a des équipes québécoises qui travaillent très très directement, énormément là-dessus. C'est très important, plutôt dans la filière viande d'ailleurs, hein, que dans des situations comme celle-là. Mais enfin, c'est le même problème. Bon. Donc le couteau s'échauffe, et donc si on veut que le couteau reste performant, il faut le refroidir. Donc l'ouvrier a à ses pieds un seau d'eau très froide dans lequel il trempe régulièrement le couteau pour refroidir la lame. Alors ce que l'on constate, c'est que l'ouvrier ancien fait ce geste de refroidissement du couteau beaucoup plus souvent que le jeune. Vous voyez, dans une même période de temps, plus de 300 fois, là où le jeune l'a fait 130 et quelques fois. Je ne sais pas si c'est trop pâle au fond de la salle, mais bon, je viens de vous dire les chiffres. Hein. 321, 137. Alors, on peut se dire que c'est une gestion de la fatigue, c'est-à-dire que tout de même, ce geste-là de laisser pendre le bras, de remuer dans un liquide, dans de l'eau en l'occurrence, détend un peu tout le système épaules, coudes, etc. Alors, ce n'est pas faux. Les ouvriers confirment ça. En même temps, ils disent, mais j'ai quand même une qualité de coupe, grâce à ça, qui est bien meilleure. Bien, alors on vérifie. Et la qualité de coupe, on la voit à la rapidité avec laquelle ils arrivent, au total, à découper les blocs d'ingrédients pour une pesée. Au total, le jeune, lui, il leur a mis 1 minute 23 en moyenne à être là, à tirer sur son bloc avec son couteau qui n'est pas tout à fait assez froid, au fond, là où l'ancien ne met que 54 secondes. Donc, en quelque sorte, il regagne le temps largement le temps qu'il a perdu à refroidir le couteau. Alors ça, c'est un assez bon exemple de compétence sur la tâche qui a été d'ailleurs compris comme tel par l'entreprise suite à cette étude qui a revêtu beaucoup d'autres aspects. Je vous donne un résultat. Et là, ils ont vraiment, pour le coup, formé les jeunes à ne pas hésiter à refroidir le couteau beaucoup plus souvent, parce qu'y compris du point de vue de la performance de l'entreprise, c'est mieux. Bon. Un exemple de compétence sur soi, c'est un grand classique. Ceux ici qui ont fait un peu d'études en ergonomie ont sûrement vu passer ce résultat, mais il est tout à fait important. Il y a une trentaine d'années, c'était dans le bâtiment. Et c'est les postures de travail des charpentiers. Et ce que l'on constate, chez les charpentiers par exemple, mais dans beaucoup de professions de ce type, c'est qu'avec l'âge, on s'équilibre beaucoup plus, on élargit sa surface d'appui. On écarte un peu plus les plantes des pieds, on pose en plus un bras, un coude. Alors ça rejoint des résultats de physiologie bien connus sur l'évolution de l'équilibration avec l'âge, donc ce n'est pas du tout une surprise. Et vous voyez qu'à chaque fois, quelle que soit la tâche effectuée, l'âgé, pour réussir les mêmes performances en termes de qualité et de rapidité que le jeune, a besoin de s'équilibrer davantage. Et là, directement, la question est renvoyée à la conception. C'est-à-dire que si l'échafaudage le permet, s'il est suffisamment large, s'il n'y a pas des câbles qui passent de partout, d'autres machines qui gênent, des coactivités qui sont embarrassantes, l'ancien va pouvoir adopter cette stratégie-là et ça va se passer très bien pour lui. Il aura exactement l'efficience voulue. Si, pour des raisons quelconques, l'échafaudage, on y est moins à l'aise, il n'a pas une conception de l'échafaudage qui permette ça, alors il va se débrouiller quand même, mais il va évidemment faire attention à la qualité, il ne va pas rater son... Ils sont en train de monter un bâti de Velux, en l'occurrence, il ne va pas rater son bâti de Velux, mais il va mettre un peu plus de temps et il sera un peu plus fatigué. Et il va se dire, je vieillis. Et c'est vrai qu'il vieillit. Et l'autre, le jeune à côté, va se dire, ah, Marcel, là, il vieillit un peu. Hein, bon. Et c'est vrai que Marcel vieillit, mais ce n'est pas le problème. C'est le problème que si l'échafaudage était 10 cm plus large, on ne verrait pas tellement les méfaits du vieillissement de Marcel. Vous voyez ?
C'est là, les questions comme ça de déficience se jouent parfois sur des détails comme ça. Alors ça, c'est pas du tout un détail, parce que l'OPP-BTP, l'Office de prévention du bâtiment, suite à cette étude-là, a modifié les normes de largeur de certains échafaudages, pour tenir compte notamment de ces résultats-là, et pour tenir compte du vieillissement annoncé de la main-d'œuvre, y compris dans le bâtiment. Oh, il y a aussi des enjeux en termes d'accidents du travail, mais enfin, bon, je vous passe. Alors, un exemple de compétence sur les autres. Je prends toujours des exemples relativement simples, j'espère, mais illustratifs. Là, on se trouve dans une grosse cuisine, une cantine, une restauration collective, où il y a en gros 3 catégories de population. Les plus âgées, qui se trouvent être des femmes, vu les politiques d'embauche à diverses périodes, expérimentées, mais qui, pratiquement toutes, comme c'est souvent le cas dans ce métier très très sollicitant, ont des douleurs articulaires, des troubles musculo-squelettiques. Et puis, il y a 2 catégories plus jeunes, les uns très jeunes, qui ne connaissent pas le métier, et les autres plus expérimentés, disons d'âge moyen. Il s'agit d'hommes dans les 2 cas. Et ces 2 catégories-là, pour l'instant, sont exempts de douleurs articulaires. Alors, ce que l'on constate, c'est que pour certaines tâches, il y a, réclamant certaines exigences physiques, il y a des collaborations, des coopérations, des entraides, qui sont dans le sens que montrent là les flèches. Il est important de se dire que ce sont des entraides qui ne sont pas organisées par le chef de cuisine, qui ne sont même pas réclamées par ces dames-là, et puis qui n'ont pas à voir avec la galanterie, c'est facile de le vérifier. Ce n'est pas parce que c'est des hommes d'un côté et des femmes de l'autre, qui ont bel et bien à voir avec le fait que ces cuisiniers ou aides-cuisiniers-là ont parfaitement intégré qu'il y avait certaines limitations de la collègue, et que donc pour attraper la marmite à tel moment, pour sortir la plaque du four qui est basse à tel autre moment, il faut venir l'aider. Et ceci est rodé en place comme une sorte de balai spontané au moment où la cuisinière va vraiment avoir besoin, ce qui ne lui arrive pas tout le temps, hein, plusieurs fois dans la matinée. Il se trouve que quelqu'un a anticipé l'affaire et s'est rendu disponible, est à quelques mètres et vient l'aider. Ça se passe comme ça. On ne remarque rien, on ne remarque pas ni de signe, ni d'appel, ni de rien. C'est comme intégré dans le fonctionnement collectif et ça fonctionne. Alors, un peu donnant-donnant, parce que ce sont, en particulier, ces cuisinières expérimentées-là, qui sont les principales formatrices des jeunes pour leur apprendre un certain nombre d'éléments sur les recettes, la programmation des repas, etc., tout un savoir-faire qu'elles possèdent et qu'elles lèguent. Ça ressemble un petit peu à l'idée du contrat de génération pour reprendre un débat social d'actualité. Et tout le monde y a intérêt à ça, parce que plus eux vont devenir des bons professionnels, plus évidemment la répartition des tâches dans le collectif sera faisable, et plus la gestion des douleurs articulaires de chacun, et notamment des plus âgés, parce qu'eux vont vieillir aussi. Et en vieillissant, il est probable que dans ce métier, ils vont avoir des problèmes de douleurs articulaires, sera davantage gérable. Évidemment, une bonne programmation du travail, une bonne anticipation sur les recettes est, entre autres, un outil de prévention des difficultés liées aux douleurs articulaires. Des raisons qui sont faciles à imaginer. Encore un exemple, je crois que c'est le dernier que je vous donne, je ne suis pas très loin de la fin de mon exposé. Chez des aides-soignantes à domicile, il s'agit toujours de compétences sur les autres, mais là, au lieu que les autres soient des collègues, les autres sont carrément les bénéficiaires du travail. Donc vous voyez, ces aides-soignantes à domicile qui s'occupent de... Ce sont des dames quinquagénaires qui, voilà, il se trouve que ce sont plutôt des quinquagénaires qui font ce métier-là, ça se passe à Montréal en l'occurrence, et qui s'occupent de personnes âgées, octogénaires, 90 ans, etc., pour toute une série de soins qu'elles viennent faire tous les jours chez elles. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plein de stratégies d'expérience développées par ces aides-soignantes et qui les aident à se préserver elles-mêmes, à combiner intelligemment qualité du service qu'elles rendent, qualité du soin, si on peut appeler cela des soins, et préservation de soi. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous commenter, mais je vais vous commenter par exemple un élément qui s'explique très bien. Choisir le moment des conversations personnelles. Vous allez vous dire quelle drôle de chose. En quoi est-ce que c'est si important et en quoi est-ce que ça préserve tellement que ça l'aide-soignante? Mais si, c'est fondamental. On voit, alors, de façon générale, les conversations personnelles se font, comme on dit dans l'industrie, en temps masqué. C'est-à-dire que l'aide-soignante, pour ne pas perdre de temps, entame des discussions avec les personnes âgées, ça fait partie de son travail et puis c'est quand même plus agréable,
en même temps qu'elle les coiffe, en même temps qu'elle les habille, en même temps qu'elle les aide à prendre leur douche, etc. Bon. Mais parfois non. Parfois on constate que l'aide-soignante arrive chez cette personne âgée et commence par une petite conversation, prendre un petit café, un verre d'eau, quelque chose à la cuisine, discuter le coup quelques minutes. Bon. Puis après, font les soins. La visite se termine, l'aide-soignante s'en va, ma collègue Esther Cloutier ergonome sur ses talons et profite du trajet en voiture pour lui dire « Tiens, vous avez des relations un peu privilégiées avec cette dame-là pourquoi ?» Bah, j'ai vu que vous avez commencé par une petite conversation, au fond, sans faire autre chose en même temps. Ah oui, mais non, mais c'est pas ça le problème. J'ai des très bonnes relations avec cette dame, c'est pas ça, mais cette dame, elle a un début de démence sénile. Et par conséquent, si je veux que ça se passe bien pour toutes les tâches qu'on va avoir à faire après, c'est très important que je prenne quelques minutes au début où je la refamiliarise avec moi, où elle resitue ce qu'on va avoir à faire ensemble. Et derrière, elle sera beaucoup plus dans la collaboration avec moi, qui est marquée là. Elle sera beaucoup plus d'accord pour se montrer par elle-même un peu autonome au bon moment, qui est un moment qui, moi, m'aide du point de vue de mes gains de temps et du point de vue des efforts que je vais faire sur mes lombaires. Et donc, ces quelques minutes, cette mise initiale, c'est à la limite comme refroidir le couteau tout à l'heure, si vous voulez. Je fais une analogie, j'ai peut-être tort, mais ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que je commence par créer les conditions pour qu'après, ça se passe de manière beaucoup plus harmonieuse, qui vont, y compris, me préserver, moi, aide-soignante, avec mes lombalgies, avec mes douleurs d'épaule et avec le temps qu'il ne faut pas que je perde, il faut que je me dépêche un peu. Vous voyez, ce sont des stratégies d'expérience qui intègrent en quelque sorte la patiente, enfin la personne âgée dont on est en train de s'occuper, on la met dans une espèce de mécanique collective assez astucieusement pensée. Conclusion de cette partie-là, eh bien voilà, il y a des aspects multiples, des conditions de l'organisation de travail qui peuvent créer pour les vieillissants des difficultés particulières, renforcer leur souhait de partir, ou au contraire, favoriser leur maintien dans l'emploi à partir du moment où ça peut valoriser leur stratégie, les atouts de leur expérience. Donc voilà, on a un peu là deux pistes. Il faut essayer de limiter certaines contraintes. Donc là, on est un petit peu dans le vieillissement par rapport au travail dont je parlais avant. Et en même temps, il faut essayer d'offrir, de créer, de favoriser, de construire des marges de liberté pour la mise en œuvre de l'expérience. Au total, pour condenser mon propos, où sont les grands problèmes et où sont les grands modes d'action? On peut avoir des contraintes porteuses de risques pour la santé à long terme, donc vieillissement par le travail. On peut avoir des problèmes de santé déficiente qui viennent avec l'âge, une fragilisation qui viennent avec l'âge par la faute du travail ou non, et donc qui peuvent déclencher du vieillissement par rapport au travail. Je supporte moins bien certaines exigences du travail. Et puis on peut avoir, ou pas, des caractéristiques du travail tout de suite qui font que c'est difficile à vivre ou au contraire que j'y arrive bien. Et donc il y a le risque de vécu difficile ou pas les dernières années de vie professionnelle. Eh bien on a des champs d'action que pour le coup je résume de manière tellement générale que ce n'est pas très utile, mais c'est juste pour rappeler les choses. L'amélioration globale des conditions de travail, de toute façon, ça reste un remède majeur. Ça permet d'éviter l'usure, ça permet d'éviter les contraintes extrêmes, ça permet de dégager des marges de manœuvre. Bon. Les actions un peu ciblées, protection, réaffectation, cessation d'activité, tout ce que les services de santé au travail connaissent très bien, éventuellement justifiées par la pénibilité antérieure, servent à gérer quand même, et c'est toujours ça, les personnes ayant une santé déficiente, avec l'âge, les âgés en difficulté, donc tous ceux pour qui il faut prononcer des aménagements de poste, des restrictions d'aptitude, etc., voire des invalidités, bon voilà. Mais il y a un troisième registre, celui-là pas forcément le plus simple, mais en y regardant bien, on peut y arriver. Et quand on y réfléchit bien, on arrive éventuellement à trouver des choses très précieuses, de valorisation des atouts de l'expérience. C'est-à-dire que les personnes possèdent un certain bagage et on peut les aider à le construire, et on peut les aider à pouvoir s'en servir, y compris collectivement. Et ça, c'est quand même extrêmement précieux pour régler, compenser toute une série de risques de fragilisation. Merci de votre attention. Merci Yves de terminer sur une note aussi positive. Celle-là? Oui, cette image.
Et puis le troisième point sur la valorisation d'expérience. Alors il faut savoir que nous avons l'expérience de ces conférences et qu'il y a systématiquement après chaque conférence des questions. Donc je mets à la portée le micro des uns et des autres pour poser la première question. Non, bon, on passe à la deuxième tout de suite. Alors la deuxième. Yves. Monsieur, là, au premier rang. Je vais lancer le débat. Je voudrais avoir ton avis sur le dispositif de pénibilité qui a été mis en place et sur l'intégration de toutes les connaissances acquises depuis 1980 dans ce dispositif ou pas, quoi. C'est un petit peu... Bon, je l'ai dit et écrit, et je ne suis pas le seul. Je ne peux pas dire que ça me satisfasse. Bon, voilà. C'est-à-dire que je pense que ça valait la peine vraiment, si on fait un dispositif pénibilité, ça peut se discuter, hein, au sens ouverture de droit à des départs anticipés. C'est de ça que je parle. Hein. Attends, je vais être plus clair. Dans le dispositif pénibilité, il y a un volet plutôt prévention, négociation, avec une liste de 10 items. Ça déclenche des négociations. Moi, j'en pense ni du bien ni du mal. Je dirais même que j'en pense plutôt du bien, puisque dans certaines entreprises, ça a été l'occasion de réactiver un peu des échanges. Mais bon, il y a peut-être d'autres expériences ici. Voilà. Alors, sur le dispositif maintenant, départ anticipé, droit à notamment départ anticipé, mais ça pourrait être aussi droit à des reclassements à du temps partiel. Là, par contre, vraiment, je ne suis pas convaincu parce que je fais le reproche aux auteurs de dispositifs d'avoir accroché ça à de l'incapacité. Et je pense que ça mélange les choses. En fait, je viens de le faire, hein, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait des dispositifs incapacité. Quand on prononce le mot incapacité, ça change l'éclairage. Ça développe cette capacité. Et quel est le mot pour le rétablir? Non, il n'y a plus besoin, je suis d'accord, il n'y a plus besoin de lumière derrière. Donc, bien sûr, il faut des dispositifs incapacité. Bon, Annie a écrit il y a quelques années dans Retraite et Société un texte un peu de synthèse sur tous ces dispositifs-là qui prennent en compte les limites de capacité des gens. Donc ça, c'est très bien. Mais n'appelons pas ça pénibilité. Parce qu'on crée l'idée... Qu'est-ce qui se passe-t-il ? On crée l'idée que les conséquences de l'exposition à des contraintes ou à des nuisances à long terme se voient forcément avant la retraite. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Beaucoup des nuisances dont on a parlé, que ce soit les horaires nocturnes... C'est pas rien, t'inquiète pas. Que ce soit les horaires nocturnes, les toxiques, etc., dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, quand des pathologies surviennent après la retraite. Et surtout, un dispositif pénibilité, s'il doit voir le jour, donc de départ anticipé, il ne peut être que probabiliste. Il faut qu'il le soit. D'ailleurs, il l'a été dans la France des années 70, c'est pas il y a si longtemps que ça. Quand la retraite était à 65 ans, il y avait le droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant travaillé au moins 15 ans, pourquoi pas, hein, à la chaîne, au four ou de nuit. Ça existait. Et c'était fondé uniquement sur une démarche probabiliste qui était de dire le fait d'avoir été toutes ces années-là exposé à ça, atténue, diminue la probabilité de vivre vieux et de vivre vieux en bonne santé. Et donc on met une espèce de petite compensation là. Alors quelle compensation, pour qui, quelle quantité, que tout ça relève du débat social. En tous les cas, on a été assez nombreux à l'époque à dire, et aux législateurs et à l'exécutif, s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Et on a cru les avoir convaincus. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais à l'intérieur de l'exécutif même, il devait y avoir divers points de vue. Et le point de vue qu'il a emporté n'est pas celui-là. Et personnellement, je le dis franchement, je regrette beaucoup qu'il y ait un dispositif qui s'appelle pénibilité et qui soit fondé sur les reconnaissances de maladies professionnelles. Je pense qu'il y a là une espèce de distorsion du débat social. Alors je m'en excuse très sincèrement auprès de ceux d'entre vous qui trouvaient ce dispositif très bien. Et le débat est ouvert, mais je dis franchement mon point de vue. Gérard Lucas, donc je travaille pour la fonction publique d'État, donc c'est pas forcément la grosse industrie. Cependant, je suis assez frappé par le fait qu'il y a un problème de vieillissement dans le travail qui est lié au fait qu'il y a une espèce d'uniformisation du travail
autant dans le travail physique. Alors moi, je suis les gens qui s'occupent de l'entretien des routes, hein, sur les grandes routes, là. Où actuellement, alors qu'avant, il y avait une espèce de distribution du travail un peu empirique, mais où les vieux, en plus de leur avancement en âge et l'avancement en financement aussi, parce qu'ils étaient mieux payés, il y avait réellement des tâches qui étaient distribuées progressivement avec l'âge. Or maintenant, il y a une espèce de protocolisation, une uniformisation du travail, où, de fait, les personnes âgées qui arrivent maintenant à travailler plus de 60 ans, on a peine de s'y retrouver, y compris pour le travail de nuit ou pour des travaux de force. Ce qui est vrai pour le travail physique est vrai aussi pour le travail d'instruction de dossiers tout à fait administratifs, où avant, il y avait une espèce de marge de manœuvre et d'initiative pour ces jeunes, où les gens d'expérience avaient vraiment été reconnus, alors que maintenant, on protocolise toutes les démarches d'instruction et on rend le travail complètement une espèce de normativisation qui est extrêmement difficile à vivre pour les plus âgés, et surtout qu'il y a des adaptations à faire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement lié au ministère que je suis, Non. ou est-ce que c'est général? Et comment on peut pallier à ça? Comment on peut faire en sorte que les organisations du travail prennent en compte cette espèce de distribution du travail un peu différente que cette espèce de protocolisation normative absolument uniformisée? Ah, mais je suis convaincu que donc je suis tout à fait d'accord avec toi, premièrement, sur le constat. Deuxièmement, je pense que tu t'en doutes, c'est pas propre ni au secteur particulier, ni à la fonction publique dans son ensemble. Hein, c'est malheureusement très général. Donc ça a été beaucoup étudié par les sociologues, les gestionnaires, les ergonomes, etc., comme une tendance générale. C'est-à-dire à la fois, on tend à responsabiliser de plus en plus, gérer des contraintes assez compliquées à articuler, et cela de plus en plus près du poste du travail, et en même temps, comme on délègue, on contrôle. Et comme on contrôle, en même temps, on essaye de cadrer, d'uniformiser, de normer de plus en plus. Bon, donc ça fait des procédures extrêmement compliquées à suivre, et, tu as tout à fait raison de pointer ça, qui s'opposent à l'expression de la diversité. Or, la prise en considération du vieillissement dans le travail, la prévention de la fragilisation dans le travail liée au vieillissement, pour reprendre le titre de ma conférence, fondamentalement, je crois que j'ai essayé d'y insister, c'est lié à la capacité de prendre en compte la diversité entre les personnes. D'abord, avec l'âge, on n'est pas pareil que quand on était jeune. Pas pareil, ne voulons pas dire pire, mais on est différent, et donc on peut être tenté de procéder différemment. Et deuxièmement, avec l'âge, on est de plus en plus différents les uns des autres. C'est-à-dire que l'âge est un facteur de différenciation, même physiologique. Je parle sous le contrôle des physiologistes présents, mais je crois que c'est vraiment vrai, quoi. C'est un facteur de... voilà, on est de moins en moins pareil, puisqu'on a effectivement les traces de tout ce qu'on a vécu, positif ou négatif. Donc si on a des systèmes surhomogénéisants, ce n'est pas compatible avec une population qui va avoir les équilibres d'âge que l'on a. Ce n'est pas très bon pour les jeunes non plus par ailleurs, mais ce n'est pas compatible avec le vieillissement. Donc oui, absolument, il y a besoin de trouver des points d'appui. Alors tu me demandes les médecins du travail. Oui, certainement, probablement pas tout seul. Je vais dire un exemple. Par exemple, je ne sais pas combien il y a de médecins du travail qui ont des occasions de collaborer avec des formateurs. Ça doit se produire, hein. Je n'ai pas de retour là-dessus. Mais voilà, une action de formation, est-ce qu'on la pense comme ce que je disais, c'est-à-dire valoriser les atouts de l'expérience, tenir compte de la diversité entre les personnes? Il y a des enjeux de santé au travail massifs là-dedans. Et je pense que dans la plupart des entreprises, on tend à considérer que le service de santé au travail, c'est une autre zone, c'est une autre affaire, et que s'il veut se mêler de ces affaires-là, c'est un peu bizarre. Alors il y en a qui le font quand même, et qui peu à peu arrivent à convaincre que ça vaut la peine qu'ils le fassent. Mais je suis convaincu, les médecins présents ou infirmiers peuvent certainement en témoigner, c'est que, par exemple, les périodes de changement, les périodes de formation sont des périodes clés de ce point de vue, du point de vue du problème que tu viens de poser. Si on conduit un changement en tenant vraiment compte de la diversité des personnes, c'est éminemment positif et ça va probablement donner une sorte d'impulsion bénéfique, antifragilisante, si je peux dire, aux personnes qui auront vécu ça pour plusieurs années. Et à l'inverse, si on arrive avec un modèle de conduite du changement extrêmement carré et avec une très faible prise en compte de la richesse concrète des compétences et de l'activité des gens, et là, ça va aller très mal. Ça va aller doublement très mal. Ça va aller doublement très mal parce que les vieillissants, un, vont pas bien y arriver, et donc ils vont en souffrir. Et deux, ça va fonctionner comme un message très très puissant du type « ils ne savent décidément pas ce que je fais. Ils ne savent décidément pas comment je m'y prends. Donc je suis coupé d'au-dessus. » Et ça, c'est pas sécurisant d'être coupé d'au-dessus. Justement, par rapport à... Parce que quand tu parles de valorisation d'expérience, c'est derrière
la capacité de pouvoir coopérer, quoi, finalement. Mais le mouvement de fond, c'est pas ça, c'est quand même l'individualisation. C'est des organisations qui, justement, coupent la tête un petit peu des systèmes. Donc, comment dans votre, au niveau du CREAP, c'est pris en considération, ça? Bon, alors, le CREAPT est une équipe, un partenariat stabilisé avec des entreprises sur ces questions-là. Donc, à l'évidence, les entreprises avec lesquelles on travaille de manière dominante, celles qui font appel à nous, tout simplement. Et en particulier, les interlocuteurs dans ces entreprises qui font appel à nous, on n'a pas besoin de les convaincre de ça. Ils nous appellent pour qu'on les aide, eux, à porter ces questions-là dans leur entreprise. Donc, je vais dire, au fond, nous, on n'est pas beaucoup en situation de bataille, en situation de conflit sur des questions de ce type. Parfois un peu, dès qu'on se retrouve en face d'interlocuteurs autres dont ce n'est pas la culture. Bon. Donc, à la limite, ce n'est pas au CREAPT qu'il faut poser cette question-là, puisqu'on a la chance ou le désavantage d'intervenir auprès de personnes qui considèrent que prendre les choses par le bout où on le prend nous est utile et intéressant. Donc, on part déjà avec cet acquis-là. À la limite, cette question, il faut la poser à tous les acteurs de santé au travail présents ici. Comment on fait? Comment faites-vous, quoi? C'est plutôt... Voilà, c'est un bon retournement de situation. Tiens, t'en as un qui il y arrive. Je voudrais en rajouter un petit peu, c'est est-ce que les nouvelles technologies et, on va dire, l'accélération généralisée dans tous les domaines n'est pas aussi un facteur de difficulté supplémentaire qui fragilise Pas inhérent. Alors, voilà, pas inhérent, non. Voilà. Oui, enfin, je vois bien ce que tu veux dire. Non, pas inhérent, c'est-à-dire que on peut exactement défendre l'inverse. On peut défendre que certains usages d'Internet, certains usages des systèmes automatiques d'échange d'informations, certains usages de, je ne sais pas quoi, moi, paraît-il, de Facebook dans certaines entreprises, peuvent être au contraire aménagés de telle sorte que ça redonne une place à la diversité et aux échanges. Ça dépend comment ça se passe, ça dépend quel usage on pense en faire. Alors c'est vrai que si on fait crouler tout le monde sous des milliers de mails systématiquement, c'est pas pareil que si on en a un usage un petit peu réfléchi, un petit peu affiné et qui au contraire peut venir en aide aux gens avec toute la diversité de leur expérience. Je ne crois pas qu'il y ait des déficiences inhérentes aux nouvelles technologies. Pour les nouvelles technologies, oui, mais moi je pensais aussi à l'accélération de l'obsolescence des connaissances ou des techniques qui font que les savoir-faire qui pourraient servir d'expérience sont disqualifiés plus rapidement qu'avant. Alors je ne sais pas si ça se vérifie. Si. Alors, ça dépend complètement comment on conduit les choses. Parce que ce que tu viens de dire est vrai, mais en même temps, ça devrait être vrai aussi pour les jeunes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 28 ans a une formation pour une nouvelle technique ou une nouvelle organisation, etc., peut savoir qu'à 32, 33 ans, il y a de bonnes chances qu'il ait besoin d'une piqûre de rappel ou d'une nouvelle formation, etc., etc. Donc ceci, au fond, est vrai à tout âge. Ce qui introduit une différence entre celui de 28 ans et celui de 58, c'est la manière dont... la différence peut apparaître selon la manière dont le changement est conduit. Si le changement est conduit en tenant compte des pratiques concrètes antérieures, en ménageant des espaces de temps permettant à chacun de choisir sa propre stratégie d'apprentissage, en ne bousculant pas trop les collectifs et permettant aux gens de dialoguer entre eux, entre collègues, pendant le changement, en accentuant une vraie compréhension de la situation antérieure. Ça, par exemple, c'est très important. Beaucoup trop de changements dans les entreprises sont conduits en mettant une espèce d'énorme spot lumineux très fort sur le futur, ce qu'on a raison de faire, hein, en expliquant comment ça va être, ce qui va se passer, etc., etc., et pas du tout en expliquant, par exemple, ce qui, dans la situation actuelle, dans les compétences actuelles, va être préservé et précieux. Ni même en proposant de réfléchir à la manière dont on travaille aujourd'hui. Ça crée l'idée, ce que vous faisiez jusqu'à présent, ça ne valait pas grand-chose, d'aller voir qu'est-ce que ça va être mieux. Bon. Et ça, pour les jeunes, ils s'en débrouillent, disons, mais pour le quinquagénaire, c'est comme si 25 ans de sa vie se trouvaient disqualifiés par des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils faisaient. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que le message, par exemple, le message « vous faisiez un travail pas très intéressant, mais maintenant vous allez voir, ça va être bien mieux », et celui qui depuis 25 ans fait le travail entre guillemets pas intéressant, et qui sait très bien que dedans, tout de même, il y a de la diversité, il y a de la finesse, il y a des choses comme ça, ah, alors, bon. Un exemple typique, alors là, oui, je vais incriminer de nouvelles technologies, c'est tous les systèmes de réponse automatique
ou d'accès par Internet, substitution par Internet, substitution d'Internet à des vendeurs, à divers postes de services, etc. Alors, Internet, en principe, éponge une partie de... Bon, alors, ça a permis de faire disparaître un certain nombre de tâches répétitives et pas très intéressantes, ça c'est vrai, mais en même temps, en général, ça a été fait en ayant la main un peu lourde. Et donc en sous-estimant le rôle des personnes qui, au guichet ou au téléphone, auparavant, remplissaient un certain nombre de tâches. Et ça, comme usager, on l'a tous connu. Internet, le dispositif Internet, même bien conçu, il ne va pas tout à fait, et il ne va pas tout à fait parce qu'on a oublié que, alors là, je pourrais vous en donner des dizaines d'exemples, que le guichetier expérimenté, la personne au téléphone un peu expérimentée, il y avait des choses qu'il faisait qu'Internet ne fait pas. Une forme d'adaptativité à la demande, quoi. Et quand ceci est trop sous-estimé, alors les salariés, quels qu'ils soient, mais notamment vieillissants, se trouvent en train de gérer les conséquences d'un accès Internet pas sympathique, qui contrarie les usagers, qui n'y retrouvent pas leur compte, qui, quand ils finissent par accéder à la personne, déversent tout leur énervement et leur amertume sur eux, qui en plus parfois n'ont pas la main. SNCF. Tout le monde voit ce que je viens de dire. Eh bien oui, j'ai eu un billet qui machin, et vous avez le guichet qui vous dit, ah ben oui, moi je ne peux pas. Je ne peux pas reprendre la main, je ne peux pas vous régler votre affaire. Parfois ils peuvent, hein, mais dans certains cas, ils ne peuvent pas. Et il y a là un moment épouvantable, quoi. Bon, voilà. La vente, l'électroménager, dans des tas de situations comme ça. Et donc là, si tu veux, ce qui est particulièrement redoutable, c'est même que non seulement on ne valorise pas les ressources de l'expérience, mais on les a niées. Et on les a pas niées en discours. Ce n'est pas le problème de passer de la pommade aux salariés expérimentés en disant vous êtes très précieux, vous avez un savoir-faire dont l'entreprise a grand besoin, etc. C'est toujours plus sympa, hein, de faire ce discours-là que de faire un discours comme ça s'est produit dans telle ou telle grande entreprise, du genre on n'a plus besoin de vous. Bon. Mais donc, c'est mieux d'avoir un discours respectueux des gens, c'est sûr. Mais si on a un discours respectueux des gens, mais que derrière on met un système informatique palpable qui lui-même, dans la manière dont il a été conçu, nie une partie de cette expérience-là, c'est tout aussi dévastateur, plus même. Il y a une autre au fond là-bas, hein. René, puis il y en a une autre après là-bas. Pour être là-bas. Un peu pragmatique, j'aurais tendance à conseiller à une entreprise que je surveille de veiller à essayer de préserver la stabilité des équipes. Parce qu'on a bien vu dans les exemples que tu donnes, ça, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, aussi que les stratégies se mettent en place que si les équipes sont stables, ou relativement stables. Hein. Voilà, j'aurais dit relativement. Oui, relativement. Je ne suis pas sûr qu'il faille subitement ériger un modèle de on ne touche plus à rien, pas du tout. Oui. Mais relativement, c'est-à-dire pas tout en même temps tout le temps. Voilà, pas bouleverser tout le temps. Oui, voilà. Oui, pour tous les jours. Quoi. La métaphore que j'utilise, qui m'a été soufflée par un collègue, mais que j'aime bien, c'est celle de la VARAP. Alors je ne sais pas s'il y a certainement dans cette assistance des personnes qui font de la VARAP. Moi pas, donc si je dis des bêtises, rectifiez de vous-même. Mais on dit qu'en VARAP, il faut toujours 3 prises sur les 4. Hein, on a 2 mains, 2 pieds. Il ne faut déplacer à un moment donné qu'une main en gardant l'autre main et les 2 pieds, ou un pied en ayant les 2 mains et un pied. Sinon, c'est risqué. Bon. C'est très très recommandé de faire ça. Bon. Eh bien, je pense que dans la conduite du changement, c'est un peu ça. Moi, je suis vraiment aucun discours négatif sur des processus d'évolution, de transformation, de réadaptation, etc. La question, c'est la progressivité, la cohérence. Cela dit, ça commence à s'étudier beaucoup chez les jeunes, ça, ce que je suis en train de dire. Par exemple, avec la précarité, les petits boulots, etc., on se rend compte, il y a des travaux là-dessus, en psycho, en sociaux, qui le démontrent. Il y a des formes de petits boulots plutôt constructeurs d'une expérience, parce que finalement, il y a une forme de cohérence qui s'est mise en place. Et au bout de 10 années de ce qui était une vie pas très satisfaisante parce qu'on n'avait pas un projet bien construit, qu'on n'avait pas un revenu bien stable, mais tout de même, on s'est construit une expérience, on arrive à la trentaine avec quelque chose, pas l'impression d'avoir perdu complètement son temps et ses compétences, et vous avez des trajets, des 10 premières années de vie active aussi en saut de plus comme ça, complètement dénués de sens, complètement n'importe quoi, chahuté à la va comme je te pousse en prenant le revenu là où on peut,
et où on arrive à la trentaine avec le sentiment d'avoir perdu les compétences qu'on avait construites dans sa formation scolaire. Donc c'est la même histoire. C'est la question des... Il y a des changements cohérents et des changements incohérents, pour dire très vite. C'est la cohérence qu'il faut essayer de préserver. Donc on peut changer un peu de collègues, pourquoi pas, mais pas n'importe quoi brutalement tout le temps. Bonsoir, Dr Croc. J'ai une question, c'est c'est pas en route, oui. Non, oui. La fragilisation liée à l'âge, elle n'est pas française. Enfin, en tous les cas, je la conçois pas comme ça. Et finalement, il y a des pays où on travaille beaucoup plus vieux qu'en France. Et grosso modo, je voudrais savoir quelles sont les recettes ou quels sont les modèles qui ont été utilisés dans des pays comme le Japon ou comme l'Allemagne ou comme les pays du Nord maintenant qui commencent à faire reculer grandement leur âge de la retraite pour répondre finalement à cette fragilisation liée à l'âge que vous avez bien décrite, mais pour laquelle j'aurais voulu avoir quelques recettes. Alors, premièrement, les écarts sont moindres que ce que l'on dit. C'est-à-dire quand on entend dire dans tel pays l'âge de la retraite est à il faut regarder les âges moyens de cessation d'activité quand même. Hein. Et les écarts d'âge moyen de cessation d'activité, ça plafonne du côté de 3 ans et demi d'écart entre les pays où on finit le plus tôt, parmi lesquels figure la France, et les pays où on finit le plus tard. C'est-à-dire que, certes, l'âge dit de la retraite est nettement plus âgé, mais le rôle de l'âge de la retraite dans le système institutionnel de ces pays-là n'est pas ce qu'il est en France. Rappelons-nous qu'on a, nous, de l'âge et de la durée de cotisation, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pays. Donc en France, aujourd'hui, on arrête en moyenne son activité à 59 à peu près. On liquide sa retraite en moyenne à 61,5, le temps d'avoir eu ces années, etc. En Suède, par exemple, vous décalez tout ça de 3 ans, vous êtes à peu près dans le cas suédois. Ensuite, il y a une question d'usage du temps partiel, qui est tout à fait différente d'un pays à un autre, notamment dans la fin de vie professionnelle. Ensuite, il y a un usage du déclassement dans certains pays. Vous parliez du Japon, vous parliez des États-Unis, un peu du Royaume-Uni. Ce sont des pays où ça se gère avec du travailleur pauvre, quand même, dans une bonne mesure. Hein. C'est-à-dire qu'une partie des travailleurs, effectivement sexagénaires, qui sont encore en activité, ont une situation professionnelle moins enviable que quelques années auparavant. Alors c'est inscrit dans le modèle social du pays, on sait que c'est comme ça, c'est considéré comme le prix à payer pour un système de retraite, pour préserver un système de retraite qui lui-même dans ces pays-là est organisé très différemment en termes des différents piliers de ce qu'il est en France. Alors maintenant, pour ce qui nous intéresse maintenant, quel monde du travail? Au fond, je viens au regard de mon propos aujourd'hui. Est-ce que le monde du travail est différent dans les pays dont on vient de parler? Alors oui, mais ça dépend comment. Mais quand même, je suis tenté de prendre comme référence ces pays du nord de l'Europe dont vous venez de parler, parce que la Suède, elle n'a pas eu besoin de faire de plan senior. Elle n'en a pas fait. Et elle a un taux d'emploi des seniors de 70%. Les 55-64 ans dont je parlais, là, la France, on est aujourd'hui à peu près à 40%, eux sont au-dessus de 70%. Et effectivement, quand on voit les taux de formation tout au long de la vie, quand on voit dans l'enquête européenne sur les conditions de travail, comment se présentent les conditions de travail en Suède, quand on visite pour un même secteur, voire dans un même groupe industriel, l'usine suédoise et l'usine bulgare, on comprend que la question de travailler 2-3 ans de plus ne revêt pas les mêmes enjeux dans un cas et dans l'autre. Mais je reviens sur la formation tout au long de la vie, ça serait presque ça la réponse majeure que je pourrais faire à votre question. Les politiques de formation tout au long de la vie, c'est nous qui sommes les canards boiteux, hein, pour des raisons qu'il faudrait essayer de comprendre. Hein. Nous avons une tradition de niveau global de formation continue bas, très clivé selon les catégories sociales. Autrement dit, la formation continue va plutôt aux gens qui ont déjà fait les plus fortes études, les études les plus élevées en formation initiale. Et en plus, je l'ai dit, qui dégringole avec l'âge de manière vertigineuse. Alors évidemment, tout ce qui est prendre un virage à 40, 45, 50 ans, essayer de faire un peu autre chose qui aille mieux compte tenu de la fragilisation de sa santé, sans perdre trop de salaire, sans perdre de la qualification, c'est beaucoup plus difficile à gérer dans notre pays. Les médecins du travail ici le savent bien, je pense, enfin, ils peuvent certainement en témoigner. Dans certains cas,
on pourrait trouver une réaffectation à telle ou telle personne qui a un problème de santé au travail lourd, un problème lombaire, un problème aux épaules, etc. Si, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on avait pensé à ce qu'il continue à entretenir un certain nombre de compétences. Ça serait beaucoup plus facile. Ça n'a pas été fait et on se retrouve un peu en panne. Alors il y a quelques grandes entreprises aujourd'hui, je trouve ça très intéressant, qui mettent en place ce qu'on appelle des entretiens médicaux professionnels, faits par le médecin du travail. Alors peut-être qu'il y a des expériences ici, n'hésitez pas à en faire part, hein, ce que j'en sais est vraiment très intéressant quand même, où c'est un entretien dans lequel on essaye, avec le médecin, de parler à la fois de la santé et de la carrière, de la santé et du déroulement du parcours. Et ça permet vraiment d'anticiper un certain nombre de choses. Et là, on est un peu dans un modèle à la suédoise ou à la danoise ou à la hollandaise, si vous voulez, et hollandaise au sens du pays, hein, pas du président français de la République. Encore que si vous voulez aussi, enfin c'est comme vous voulez, le modèle néerlandais, voilà, de gestion de ces affaires-là. Alors, après, vous avez l'exemple Finlande, qui revient un peu au même, sauf que ça a été une politique dédiée. En 96-17, la Finlande a décidé de lancer un programme qu'ils ont appelé, je ne saurais pas vous le dire en finlandais, l'expérience est une richesse nationale. Et alors là, ils ont fait une espèce d'offensive générale avec sensibilisation de tous les patrons, clubs dans toutes les villes, mesures financières d'aide à la formation des seniors, à l'aménagement des conditions de travail, mesures subtiles de temps partiel. Et tout ça a fait qu'ils ont gagné, ils étaient pratiquement à un rythme où ils gagnaient 1 point par an de taux d'emploi des seniors. C'est quand même beaucoup, hein. C'est un rythme vraiment élevé. Donc ils étaient plutôt comme la France et ils sont aujourd'hui dans la haute moyenne des pays européens. Donc là, ça a été un plan dédié qui vise à les faire ressembler un peu aux Suédois, mais avec une offensive spécifique senior à un moment donné. Merci Serge. Je crois que avec l'âge, tu cultives autant la passion, c'est ça, hein, tu l'entretiens en tout cas. Merci. Et puis nous, en tout cas, on vous remercie d'être venus. Alors, je ne sais pas si c'est de la formation continue, mais en tout cas, on propose 2 ou 3 fois dans l'année ou 4 fois dans l'année des soirées comme cela. Il faudrait que et la prochaine a lieu le 24 janvier 2013 avec nos amis de l'IHE, de la CNAM, sur la conférence sur l'hygiène et la sécurité qui sera donc développée par William Dab. Voilà. Merci beaucoup Serge et puis à bientôt.